Bonjour, bonjour à tous. Bienvenue dans cet entretien où j'accueille Maxime Boilard, un Québécois. Vous allez tout de suite voir ça avec l'accent. Mhm. Et j'ai rencontré Maxime en Suisse, moi, hein, parce qu'il est québécois, mais de temps en temps, il vient en Suisse. Et j'ai trouvé son parcours très intéressant et j'avais envie de vous partager, enfin en tout cas de l'interviewer pour qu'il vous dise comment il a fait ses changements professionnels. Parce que Maxime était un athlète olympique en canoë. Et il a après fait ce changement que tout athlète doit faire et que je sais pour avoir côtoyé de nombreux athlètes qui n'est pas toujours facile. Et en même temps, j'ai l'impression que toi, tu l'as mis assez aisément en place. Donc, je me réjouis de t'entendre, Maxime. Bienvenue dans cette entrevue, dans cette vidéo. Bonjour Anne-Chantal, je suis très content d'être là. Merci. Est-ce que tu peux juste nous dire qui tu es un tout petit peu plus que ce que moi j'ai dit pour Oui, te en fait, présenter? on pourrait dire à la base, là, si je retourne quand j'étais petit, je voulais être un champion. Et aussi loin que je puisse retourner dans mon enfance. Éventuellement, je suis devenu un champion de canoë. J'ai eu à vivre la transition vers une vie au-delà de mon sport. Et 18 ans plus tard, j'ai mon entreprise depuis une quinzaine d'années. J'ai deux enfants, ma fille a 10 ans, mon gars a 8 ans. Et ouais, ce serait la version très, très courte là, d'où je viens et où je suis rendu maintenant. Puis, je me compte chanceux. En fait, je suis à une belle place, je dirais. Ouais. Ok. Donc, tu sais, j'ai lu le livre de Jean-François Ménard, hein, qui est aussi un Québécois, Ouais. et lui, il dit Olympien au bureau. Et Mhm. je me demandais quel parallèle tu peux faire entre ta vie d'athlète de haut niveau, où, je le précise parce qu'en Suisse, c'est pas évident, hein, où tu y étais Ouais, à 100%, ouais, ouais. euh, et, euh, et d'entrepreneur que tu es maintenant. Quel parallèle tu peux faire? Qu'est-ce que tu as appris dans ta vie d'athlète Hmm. qui t'est utile maintenant? Euh, En fait, c'est vraiment une grande question et je trouve qu'il y a des éléments que j'ai appris et que j'ai pas eu à trop changer et qui sont restés à mon service. Et il y a des choses que j'ai dû désapprendre de ma carrière d'athlète pour être un individu équilibré et pouvant avoir accès au bonheur plus souvent. Alors, je dirais que à la base, là, tu sais, ce qui est évident, c'est l'idée d'avoir des aspirations et de se mettre en mouvement pour atteindre mes aspirations. Aujourd'hui, j'utilise le mot aspiration, mais dans le temps, je parlais d'un rêve, mais dans les faits, ça se rapprochait plus de l'exigence que du rêve. Alors, je me mettais une grande pression sur les épaules et j'exigeais du futur qu'il se transforme en résultat. Alors, de ce côté-là, il y a des choses que j'ai souhaité désapprendre un peu pour avoir plus d'aisance dans mon quotidien, puis être mieux outillé pour gérer les moments où finalement je cessais d'être un être humain et je devenais une machine de rendement. Euh, alors ça, c'est les éléments que je trouve que comme athlète, il y a des moments où je souffrais et cette souffrance-là, elle était facultative en fait. Je m'étais mis une pression énorme sur les épaules. Mais sinon, il y a plein de choses extraordinaires de ma carrière d'athlète qui me sont encore utiles en partant de la passion. Quand j'ai embarqué dans le canoë à l'âge de 11 ans, j'ai foutu le camp dans l'eau tout de suite. Il y avait un défi, il y avait le désir de comprendre comment ça fonctionne. Puis rapidement, ben, ça a été vouloir apprendre et m'améliorer et ultimement organiser ma vie en fonction de ma passion. Alors, ce côté-là était vraiment pour moi extraordinaire et il s'applique encore. Je trouve que 30 ans plus tard, j'organise ma vie en fonction de mes passions et ça, je suis pas mal fier de ça.
Ouais. Je pourrais m'arrêter ici et continuer pendant 3 heures. D'accord. Je te laisse me guider un petit peu, là. Écoute, je vais peut-être préciser quelque chose parce que tu as dit, Hmm. quand je suis allée sur mon canoë la première fois, je me suis retrouvée à l'eau. Et moi qui connais rien au canoë, j'ai imaginé un canoë, tu t'assieds dedans et que le travail, c'est surtout d'avoir des muscles pour avancer, tu vois. Ouais, Et voilà, quand on s'est vu ensuite, tu m'as montré une vidéo de tes enfants qui ont testé le canoë. ouais. Et bah, je le dis aux gens qui nous écoutent, en fait, il y a un grand travail d'équilibre parce que c'est pas Ouais. stable du tout le canoë. Non. Et ça, c'est une belle métaphore. Euh, alors non, c'est pas stable du tout. Et le premier défi, c'est de se stabiliser. Euh, Autrement dit, on ne peut pas quitter le confort du quai s'il n'y a pas eu un confort sur le quai. OK? Mais dès que on prend le large, en canoë, la position, en fait, moi, je pagaie à droite, donc la pagaie est seulement du côté droit. Je ne peux pas la mettre du côté gauche. Et je suis en génuflexion, sur le genou droit et la jambe gauche est vers l'avant dans un angle d'à peu près 90 degrés. Et donc, c'est d'apprendre une nouvelle manière de me stabiliser. Ça prend à peu près une semaine si j'essaie 5-6 heures par jour à partir en canoë et ne pas revenir à la nage. OK? Euh, et après, le deuxième défi, c'est apprendre à aller droit. Et ça prend environ un mois. Parce que comme on pagaie seulement d'un côté, bien, naturellement, le bateau va vouloir faire des virages sur lui-même. Alors là, il y a une technique pour apprendre à aller droit. Et c'est seulement après que l'idée d'aller vite devient pertinente, parce que si je vais vite, mais je tombe à l'eau, ou si je vais vite et je ne suis même pas capable d'aller dans la direction que je veux, ben on s'en fout que j'aille vite. C'est de l'énergie qui peut être tout simplement gaspillée. Et je trouve que ce parallèle-là, il est intéressant pour les transitions, c'est-à-dire comment je peux créer un récit dans ma tête qui va me donner l'impression que je suis assez stable pour me déstabiliser, que je suis assez stable pour quitter le confort du quai et que je serais OK de revenir à la nage. Euh, et éventuellement, j'ai assez de mouvement pour parler de direction, de ce que je veux faire, mais j'ai quitté le confort du quai avant de me demander précisément où est-ce que je souhaitais aller. Alors, cette métaphore-là, je l'utilise avec les clients de différentes manières, celle du bateau. Oui, on va revenir après à tes clients, Ouais. mais quels sont les signaux? Comment tu sais que tu as suffisamment de stabilité ou en tout cas de ressources pour revenir à la nage quand tu quittes le quai? Bon, ben, alors, littéralement, c'est en bateau, puis après ça, je suis en train de répondre quand on n'est plus dans la métaphore. Ouais. Mais en bateau, il y a deux, trois choses à considérer. Il y a l'état de l'eau maintenant. Alors, s'il y a des vagues énormes, c'est dangereux. Après ça, il y a aussi la direction du vent. Si le vent te ramène vers la berge, c'est pas trop dangereux. Il va te ramener où tu veux aller si jamais tu as foutu le camp. Après ça, il y a la question de veste de sauvetage. Est-ce que j'ai un vêtement qui va s'assurer que je reste à la surface? Après ça, est-ce qu'il y a un coach proche en bateau moteur qui va pouvoir me sortir de l'eau? Alors, comme on travaille dans un environnement physique, puis on travaille avec le corps, on dirait que ces éléments-là sont évidents. Et c'est là que si on sort de la métaphore, puis qu'on se dit, par exemple, je veux partir un projet d'entreprise ou je veux tester une idée d'entreprise, c'est là, je pense que ça devient intéressant de se poser la question, mais si ça ne marche pas, est-ce que c'est si grave que ça? Hein? Le pire des scénarios, là, il pourrait ressembler à quoi? Là? C'est je vais parler de mon idée, puis la personne ne me comprend pas. Ça, ce serait le pire de mes scénarios. Euh, ou bien, je vais tenter d'obtenir un entretien et dans cet entretien-là, je vais demander à la personne qu'est-ce que tu ferais à ma place, par exemple. Donc, pour moi, de placer le niveau d'exigence sur les épaules ou d'aspiration ou d'attente au bon niveau, ça revient à porter une veste de sauvetage. Ouais. Euh, et
Et donc, la veste de sauvetage en bateau, quelqu'un l'a fabriquée pour nous. Mais la veste de sauvetage dans la vie, c'est à nous de la fabriquer et de la rendre évidente le plus possible. Et si on l'a assez travaillé, donc en visitant le scénario du pire, on sera OK. Mais ça demande du travail. C'est un petit peu plus difficile que d'aller au magasin et de payer une vingtaine de dollars là, pour l'avoir. C'est du travail sur soi, la sécurité. Ce que j'aime bien dans ce que tu dis, c'est que moi, j'appelle ça le plus petit pas possible, quasi impossible à rater. Hein. C'est qu'il y a une vision qui est l'arrivée de la course en canoë, mais on doit être attentif de comment je vais déjà juste partir dans ma course avec l'équilibre. Puis après, à chaque mètre, quelque part, il y a un défi, mais que si j'ai bien compris, si on a la tête que sur l'objectif final, il y a toutes les chances que là où on est dans le présent, on risque de capoter puis de finir dans l'eau. Absolument. Et ce que j'aime aussi quand mettons, on s'intéresse au sport, le sport, il se fait avec le corps. Et quand on travaille avec le corps, on a accès à la vérité rapidement. C'est dur de se raconter des mensonges et de continuer à y croire quand on travaille avec le corps. Et donc, l'entraîneur de canoë, en 30 minutes, il peut me dire tout ce que j'ai à savoir comme canoëiste pour me rendre aux Jeux olympiques. Je n'ai pas donné un seul coup de pagaie, mais la théorie, elle tient dans un entretien de 30 minutes. OK. Et après, là, j'ai toujours pas donné un coup de pagaie et je saurais cognitivement tout ce qu'il y a à savoir. Mais on s'en fout. Il faut aller chercher les sensations. Et donc, des fois, peut-être que le plus petit pas possible dont tu parles, c'est d'être OK avec foutre le camp à l'eau. Parce qu'il faut des sensations. Parce que c'est une nouvelle tentative. Et donc, finalement, la victoire, ce serait d'aller tomber dans l'eau cette journée-là et de se dire, hey, finalement, c'est pas trop pire. Et le corps a touché des sensations. Et donc, la fois suivante, j'ai même pas la pression de faire mieux, mais juste d'y retourner, puis d'aller chercher les sensations. Et donc, pour moi, les sensations dans le monde du sport, c'est clé parce que c'est tout on construit un athlète avec des sensations. Et comme être humain, je pense qu'on gagne à s'intéresser à nos sensations, s'intéresser évidemment à nos émotions aussi. Mais juste faire un appel où je me sens nerveux, est-ce que je le prends assis ou je le prends debout? Dans quelle pièce de la maison est-ce que je devrais me trouver? Puis ce serait quoi le mantra que je pourrais garder en tête pour qu'à la fin de l'appel, je sois fier de moi, peu importe le résultat. J'adore ce que tu dis parce que je trouve que dans cette recherche qu'on peut tous être, d'aller vers plus d'épanouissement, il y en a qui vont le mettre le mot succès, richesse ou j'en sais rien quoi, bonheur, etc. Souvent, la théorie, elle est assez claire, en fait. Dans la tête, c'est assez clair. Mais toi, tu dis, en fait, ça ne sert pas à grand-chose. Ça sert un petit peu quand même parce que ça nous donne des clés de ce qu'il va falloir aller expérimenter. Mais c'est quand même l'expérience. C'est ce qu'on va ressentir. Tu parles de sensations, que ce soit des ressentis physiques, émotionnels, et les histoires qu'on se raconte, aussi parler du mental, qui vont nous permettre d'avancer et de tirer les leçons de tiens, ça fonctionne bien, ça fonctionne pas bien, il vaut mieux que j'essaye autrement, etc. quoi. Et pour ça, pour un entrepreneur, pour moi, c'est la même chose quelque part. Absolument. Mais je reviens au sport. On ne peut pas théoriser avec des jeunes qui veulent apprendre à faire du canoë trop longtemps. Ça ne sert à rien. Allez chercher vos vestes de sauvetage, voici le bateau, puis on essaie. Ouais. Et tu sais, souvent, la procrastination, là, mon site web, il n'est pas à mon goût, donc 3 petits points, tu sais. Alors que finalement, je trouve que c'est en se mettant en mouvement que des fois, la clarté, elle arrive parce qu'on est en conversation avec des personnes, parce qu'on prend des risques. Ouais. Et même,
de commencer une conversation avec quelqu'un en disant « Je suis confus, accepterais-tu de m'aider? » C'est extraordinaire. Ça, c'est un bon entraînement. Ouais, j'aime beaucoup comme tu ramènes ça dans des choses qui paraissent toutes simples quelque part, mais parfois qu'on peut procrastiner, en sachant bien que la procrastination, c'est un mécanisme de défense. Quand on procrastine, c'est pas juste qu'on est une personne qui procrastine, parce que c'est pas un trait de caractère, c'est vraiment quelque chose qu'on met en place parce qu'il y a des peurs qui sont là et puis qu'on est dans l'évitement quelque part. Pour moi, je n'ai pas étudié la procrastination, mais la mienne, quand je procrastine, c'est parce que je ne sais pas comment faire le truc. Et l'idée de ne pas savoir comment faire, j'aime pas trop. Alors, j'ai pas envie de me renvoyer l'image que je suis incompétent. Et là, il y a le critique intérieur qui embarque. Et alors, quand j'arrive à le nommer, puis là, je le ramène, et là, je pense qu'en utilisant ton expression, tu sais, le plus petit pas possible, bien des fois, ça veut dire aller sur YouTube et faire une recherche. Oui, mais là, on peut aussi entrer, parce que moi, je suis assez forte là-dedans, dans ce que j'appelle de la procrastination intelligente. Ça ne veut pas dire que je ne fais rien, mais j'ai l'impression que j'en sais toujours pas assez pour y aller, tu vois. OK, ouais. Mais il y a bien le juge intérieur là qui critique, qui dit que c'est peut-être pas assez, que c'est pas légitime, que c'est pas ci, que c'est pas ça. Donc maintenant, je sais que quand je commence de partir dans plein de recherches et tout, qu'il faut que je m'arrête et que j'y aille, tu vois. Avec ce que je sais déjà, ça ne veut pas dire que de temps en temps, il n'y a pas des recherches à faire, et que c'est aussi comme ça qu'on s'améliore. Mais à un moment donné, c'est aussi d'être OK avec le savoir qui est déjà là, les compétences qui sont déjà là. Alors, ce n'est pas avec ça qu'on va venir un champion olympique, je suis d'accord, mais c'est aussi par essai-erreur qu'à un moment donné, on s'améliore. Oui, et oui, puis il y aurait une autre manière aussi de le positionner, c'est de voir l'action comme une recherche. Oui. Alors, je poursuis mes recherches, c'est juste que là, ça va être des recherches dans les doigts, ça va être des recherches dans la pièce que je veux transformer. Ou ça. On peut aussi le prendre sous cet angle-là. Bah, j'aime beaucoup ton angle. Je ne vais plus jamais m'observer de la même manière dans ma procrastination. Non, mais c'est vrai. Je trouve, oui, c'est aussi une recherche. Ouais. Ouais. Si on aime la recherche, hein. Euh, Qu'est-ce qu'il y a... Enfin, on va continuer les parallèles parce qu'il y a une question qui me vient. Quand on est athlète, on a un entraîneur, un coach. Souvent, il y a un staff aussi, un masseur, un kiné. Enfin, il peut y avoir, voilà. Il y a quand même un environnement, pas mal de personnes qui tournent autour de l'athlète. Donc, il y a des ressources. Ça ne veut pas dire qu'on les utilise, mais il y a des ressources. Et comment ça s'est passé pour toi? Comment tu as transposé ça au moment où tu es parti dans... Parce que tu as parlé de ça, on peut aller demander pour aider, pour sortir de la confusion, etc. Comment tu l'as transposé, toi? Mais en fait, moi, à un moment donné dans ma carrière d'athlète, j'ai réalisé que la meilleure personne pour me vendre, c'était moi. Et par vendre, j'entends trouver, ici on appelle ça des commanditaires, je pense qu'en Suisse, c'est des sponsors. Mais alors, quand j'ai compris que j'aurais plus de revenus pour financer ma carrière si je prenais en charge le côté rayonnement, puis recherche de sponsors, il s'est passé de quoi en dedans de moi? J'ai senti que j'étais en charge de ma situation, j'étais responsable de ma situation. Et quand est venue l'idée de démarrer mon entreprise, à ce moment-là, en fait, le projet, puis on pourrait quasiment le décrire dans les mêmes mots, mais je pense que c'est utile que je dise c'est quoi pour que, après ça, je nous ramène dans comment j'ai été chercher de l'aide. Comme athlète, j'avais donné des conférences, puis j'ai vécu du succès, mais ma carrière s'est terminée sur un échec. Et à ce moment-là, j'étais dans l'engourdissement de j'ai perdu, qu'est-ce que ça veut dire et tout ça. Puis j'étudiais à HEC Montréal à ce moment-là. Il fallait donc que je termine mon diplôme universitaire. Puis
Mais je m'étais dit que j'avais aimé être conférencier. Mais là, ça allait devenir ce que je fais dans la vie. Alors que avant, j'étais un canoïste qui, une fois de temps en temps, allait raconter des histoires. Et, euh, et il y avait aussi l'idée de faire vivre des expériences. Donc, aller au-delà de je suis en avant et je parle, mais non, les gens dans la salle ou les gens dans des retraites vont vivre des expériences. Puis ce que je souhaitais faire, c'est leur donner les moyens en équipe d'avoir l'ensemble des conversations nécessaires. Donc, être outillé pour se parler quand c'est difficile. Euh, Parce que pour moi, ça avait été un manque. Euh, alors, quand l'idée est arrivée de partir l'entreprise, euh, ben, je me suis posé la question, qui peut m'aider à comprendre la valeur de ce que j'ai à offrir? Et à ce moment-là, ma cousine était directrice des ressources humaines dans une banque à Montréal. Et elle avait fait un peu de bateau aussi. Et donc, j'ai été lui parler de mon idée. Puis là, elle m'a dit ce qu'elle pensait de mon idée. Euh, et, et de converser. Et là, elle m'a dit, tu devrais parler avec telle personne qui avait été son mentor. Et là, son mentor, je le rencontre et là, je lui dis, le canoë, c'est 3 défis. Rester dans le bateau, aller droit, aller vite, comme on disait tout à l'heure. Et là, lui, il me dit, mais la gestion des ressources humaines, c'est la même chose. Avoir les bonnes personnes dans le bateau. Pouvoir se connecter aux stratégies d'entreprise, puis que l'entreprise aille dans la bonne direction. Puis ensemble, trouver une manière puis en canoë, on parle de glisse, mais que l'organisation arrive à glisser, qu'elle trouve sa fluidité. OK, là, ça m'a donné confiance. Et là, et finalement, à l'âge où je partais de l'entreprise, je me suis retrouvé comme quand je découvrais le canoë à 11 ans. C'est-à-dire, c'était ma passion et j'en parlais à tout le monde. Okay. J'étais habité par ça et là, je sentais que j'étais responsable de ma situation. Et là, la tante de ma cousine, elle a envie de m'embaucher. Et là, je vais la parler, je vais lui parler, je vais la rencontrer chez elle. Et là, OK, il y a une opportunité. Et, et donc, à ces gens-là, je demandais aussi, mais quand vous embauchez des gens qui font ce que je fais dans la vie, combien vous êtes habitué de payer? Alors, je dirais que c'était vraiment la curiosité de voir jusqu'où je pouvais aller avec cette idée-là et demander de l'aide. J'avais appris à le faire comme canoïste. Alors, j'ai continué de le faire comme entrepreneur. Mais j'étais quand même habité par le doute, évidemment. Mais j'avais trouvé une manière d'engager la conversation qui allait m'aider à apprendre sur mon truc. Puis Ouais. des fois, c'est arrivé qu'on me dit, tu devrais parler avec cette personne-là. Là, finalement, j'ai un entretien avec cette personne-là qui me dit, mais moi, je ne t'aiderai pas. Tu es mon compétiteur. Pourquoi je t'aiderais? OK, c'est correct. Je suis à l'aise avec ça. J'ai tenté. Puis à un moment donné, c'est comme le contraire qui arrive. C'est des gens qui sont complémentaires à moi. Puis là, le fait de se parler, mais on s'aide à comprendre des parties qui nous manquent et ça crée une dynamique. Donc, pour moi, ça a été ça le chemin là, pour m'entourer. Puis là, et évidemment, à divers moments, j'ai compris qu'il me manquait, que je n'étais pas assez compétent dans certaines parties de mon activité. Et là, on aurait pu parler plus de camp d'entraînement, OK, ou aller suivre une formation d'un 3-4 jours en communication consciente ou faire ma formation de coach en développement intégral. Ça, c'était une année complète de travail Ouais. en profondeur. Alors, c'est un peu comme ça que j'ai pu recréer en fait, aller vers les ressources. Puis, dans ce que je fais, la première ressource, c'est le client, c'est-à-dire, je travaille pour le client, donc pour créer quelque chose à son service, c'est la meilleure personne pour m'aider. Ouais. Mais oui, à divers moments, là, je vais avoir besoin de réfléchir de mon côté. Là, je pourrais appeler des gens avec qui j'aime bien réfléchir, qui comprennent bien ce que je fais, et qui vont me donner un pas de recul. Merci.
En fait, tu as parlé plusieurs fois de ce que tu faisais. Donc, pour moi, qui sais ce que tu fais, j'ai bien compris, mais quelque part, on a un petit peu eu des morceaux de pulse parce que je ne t'ai pas vraiment demandé ce que tu faisais maintenant. Oui, Comment oui. tu décrirais ton activité? Ben, je travaille avec des dirigeants d'entreprise, puis je les aide à, à prendre en charge leur expérience de performance. Et une des premières distinctions que je les aide à faire, c'est distinguer les résultats qu'ils obtiennent euh, de l'expérience qu'ils vivent. Et donc, ma proposition, c'est de dire la performance, c'est une expérience humaine et les résultats sont une conséquence partielle de cette expérience humaine-là. Et donc, je vais les aider à prendre en charge le processus qui mène jusqu'au résultat. Donc, c'est de s'intéresser à l'expérience humaine, comment ils se sentent ensemble, c'est quoi leur paradigme, les postures limitatives. Et donc, je fais du coaching d'équipe de gestion. Ok, donc tu ne travailles pas avec le dirigeant tout seul, mais plutôt avec l'équipe. C'est un petit peu ce que tu expliquais tout à l'heure, toute l'équipe qui aura sur le bateau pour le faire avancer, en fait. Bien, en fait, pour que ça aille bien avec toute l'équipe, il faut travailler avec le dirigeant tout seul aussi. D'accord, oui. Je trouve que ce que je fais, c'est aider le dirigeant à créer un environnement au niveau humain qui soit à son service. Mais j'aime bien aussi dire qu'on obtient l'équipe qu'on mérite à terme. Mhm. Et donc, ça arrive assez fréquemment que ce qui empêche l'équipe de monter au prochain stade, c'est son dirigeant. Alors, ça devient une belle danse entre les deux, c'est-à-dire où est-ce que le dirigeant y est rendu et est-ce qu'il s'inclut dans la démarche de développement et si oui, il va se passer des belles choses. Mais si pour lui, c'est à l'équipe de se développer et lui, son développement, il est déjà rendu, là, ce n'est pas un bon client pour moi. Ok. Mm. J'ai aussi une question. Tout à l'heure, tu as dit que tu avais terminé ta carrière sur un échec. Et moi, est-ce que c'est parce qu'il y a eu un échec que tu as fait le changement professionnel, je vais mettre entre guillemets, hein, et quand même tu étais pro en tant qu'athlète, qu'est-ce qui a fait, qui a déclenché le fait que tu arrêtes le sport d'élite, hein, parce que je sais que tu fais toujours du sport, mais en tout cas à ce niveau-là, pour partir dans une profession plus, en tout cas qui n'est pas en lien avec le sport, même si je sais que tu utilises un peu le sport dans tes Oui. accompagnements. En fait, oui. Ben, ça avait commencé à goûter le sacrifice quand j'étais athlète. Alors qu'avant, c'était un privilège d'organiser ma vie en fonction de ma passion. Mais là, où j'étais rendu, je n'arrivais plus à progresser. Donc, ça m'a fait réaliser que mon engagement était conditionnel à progresser comme canoïste avec comment je me voyais à ce moment-là, comment je voyais la vie. Euh, et, euh, et donc, l'élément déclencheur, c'était que là, je n'étais pas pour sentir que je faisais un sacrifice plus longtemps. J'avais aussi une curiosité parce que quand j'avais été me chercher des partenariats avec des gens d'affaires pour m'aider à financer mon sport, j'avais développé des beaux liens avec des gens qui semblaient avoir une marge de manœuvre dans leur vie du fait qu'ils avaient leur entreprise. Et ça, donc, ça m'intéressait. Puis j'étudiais déjà à HEC à Montréal. Et ouais, donc, c'est ce qui fait que j'ai cessé d'être pleinement engagé dans mon sport pour aller vers la deuxième partie de ma vie qui allait être comment j'intègre la première, mais dans le projet d'entreprise. Et donc, l'échec à ce moment-là, c'était une invitation à l'apprentissage. C'était vraiment ça. J'avais été dans un partenariat difficile où finalement, c'était une dynamique transactionnelle basée sur le talent ou sur l'expertise. Et, et donc,
partir mon entreprise, c'était guérir cette expérience-là et c'était aussi aller dans un domaine où j'ai plein de choses à apprendre. Et comme athlète, je m'intéressais à la chose psychologique, on va dire. Et Ouais. là, j'avais donc l'opportunité d'aller dans ça à temps plein, mais tout le temps en retournant à la source comme athlète. Alors, il s'est passé quelque chose de très beau là, dans cet élan de créativité ou dans cette idée-là. C'est que je sens que j'intègre bien cette première vie professionnelle avec la deuxième. Autrement dit, la deuxième est au service de la première. Puis je ne le savais pas, mais la première allait être au service de la deuxième aussi. Ouais. Ça, c'est ce que je vois beaucoup dans les personnes que j'accompagne dans des changements professionnels. C'est que ce qu'on a fait jusqu'à ce moment-là, il y a toujours du sens et ça va toujours être un plus Mhm. pour ce qu'on va mettre en place de nouveau, en fait. Ce sont des expériences, des compétences, des connaissances qui viennent nourrir justement l'autre, la deuxième. Toi, tu parles de la deuxième partie, il y en a peut-être une troisième ou quatrième, on ne sait pas, mais en tout Ouais. cas, ce changement. Oui, absolument. Est-ce que tu as eu, quelles ont été tes plus grandes peurs que tu as dû traverser quand tu as fait le changement? S'il y en a eu, parce que peut-être tu étais en pleine Oui, confiance. oui, il y en a eu. Je dirais, ben, au début, je ne savais pas comment faire. Et là, si on était pour me payer, il fallait que ce soit ça. Il fallait que ce soit de calibre. Alors, juste, c'est tellement drôle quand je pense à ça, mais qu'est-ce qu'on met sur une facture qu'on envoie à un client? J'aimais pas ma facture. J'avais l'impression qu'on allait voir que, que c'était comme un subterfuge, là. Alors, il y a des gens qui m'ont montré des factures, qui m'ont aidé à faire une facture qui avait l'air d'une facture. Alors, j'aime bien te la partager, celle-là, parce que je trouve qu'elle est drôle. Euh, mais après, c'était la quête de légitimité. Mm. Qu'est-ce qui allait faire que j'allais me sentir légitime et qu'on allait me reconnaître comme étant légitime pour faire le mandat? Et, euh, et c'est pour ça que j'étais content de pouvoir le lier à ma carrière d'athlète puis à ma carrière de canoëiste. Et donc, je me suis dit au début que le canoë allait être encore un véhicule pour moi, mais sous l'angle métaphorique et que j'allais aider les équipes à se voir dans l'entreprise comme si elles étaient dans un canoë. Et je pensais à ce moment-là que c'était ma crédibilité d'athlète qui allait m'aider, mais cette crédibilité-là, elle m'aidait très peu. Ce qui m'aidait, c'était le fait que je suis un gars stratégique puis créatif. J'arrivais à faire plein de liens. Euh, mais je pensais que tout le monde était comme ça. Je ne le savais pas que c'était ça mon grand talent. Mhm. Et je justifiais mon utilité par mon passé. Mais non, c'était ce que j'amenais dans le présent à ces clients-là. Alors donc, les peurs, c'était de ne pas me sentir à la hauteur. En Ouais. fait, que les clients ne soient pas satisfaits. Et je me rappelle, il y en avait une que je la sentais pas, ce mandat-là. Et on retourne à l'automne 2007, c'est loin, mais je m'en rappelle, là, j'ai de la difficulté à dormir. Puis c'était dans une banque. Et finalement, j'ai été sauvé par le scandale des papiers commerciaux. Leur événement de 2 jours, moi j'étais sur la deuxième journée, puis je donnais une conférence à 300 personnes. Mais leur événement de 2 jours, à cause des enjeux liés aux papiers commerciaux, il y avait une crise cette année-là. Et finalement, l'événement, il y avait juste une journée. Et donc, ils m'appellent la veille pour me dire, on te paye pareil, mais la conférence, elle n'aura pas lieu. Et là, j'étais comme, ouf! Euh, et ça, c'était un moment où c'était difficile. Ça prenait 3 mois là, avant d'avoir des revenus. Là, puis là, j'avais un petit peu plus de dépenses, tout ça. Ah ouais, alors c'était, est-ce que je vais me sentir adéquat? Est-ce que les clients vont apprécier? C'était ça le grand doute.
Ouais. Ce que traverse tout entrepreneur, mais même quand on fait un changement professionnel, qu'on va vers une activité qui n'est pas exactement celle qu'on avait avant, il y a toujours cette période d'adaptation, de doute, Ouais, où, et puis, moi j'en reviens à ce que tu disais au début, c'est en expérimentant qu'on attrape de l'assurance et je dirais qu'on se solidifie, hein, en fait, qu'on se renforce. complètement. C'est c'est la meilleure manière et expérimenter quand on a peur. Là, il y a comme une belle opportunité. C'est comment je replace, je recadre pour pouvoir y aller, tu sais, être OK. Et souvent, moi, ça revenait à mes intentions. Est-ce qu'elles sont nobles? Ouais. Est-ce que je suis là pour les bonnes raisons? Et quand j'arrivais à me recentrer autour de ça, je pouvais y aller. Et après, je voulais assez tôt les faire rire. Parce que si je pouvais les faire rire, j'étais en train de les gagner et là, ils embarquaient dans le bateau avec moi. Et là, ça allait après. C'était ton truc, c'était l'humour alors. Ouais, ouais. J'aurais encore deux questions. La première, c'est qu'est-ce qui te fait le plus kiffer? Peut-être une expérience où vraiment ça a été l'éclate dans ce que tu fais actuellement. Parce que je peux imaginer que quand on gagne une course, j'imagine pas seulement puisque j'ai eu gagné des courses à Ouais, mon niveau, hein, pas du tout olympique ou je sais pas quoi, mais il y a quand même il y a une joie, il y a une décharge comme ça, un peu d'adrénaline. Mais dans ton métier actuel, quels sont un moment particulier ou des moments où tu sens que c'est ouais, qu'on est dans le flow ou aligné, ou on peut mettre plein de mots là derrière, mais absolument. Euh, je dirais que c'est quand les gens, dans une rencontre d'équipe, euh, quelqu'un se sent assez en sécurité pour prendre un risque. Et là, la personne prend le risque de dire quelque chose. Elle n'est pas sûre si ça va être bien accueilli. Et là, après ça, les choses s'ouvrent parce que la personne, elle a pris un risque. Et ça, tu sais, autrement dit, c'est quand il arrive ça, puis là, il y a une prise de conscience, puis, hey, mais ça fait des mois que j'ai envie que tu sais, que je leur souhaite ça. Et là, c'est arrivé. Tu sais, autrement dit, le fruit était mûr à ce moment-là. mm, Et là, il y a comme une tension qui se relâche. Et ils arrivent à se voir comme des êtres humains et pas uniquement comme des machines de rendement. ouais. Et là, quand ça arrive, euh, puis pour moi, ça donne tout le sens à ce que je fais. Et je réalise que ça devient facile après, Ouais. pour eux et pour moi aussi. Et c'est arrivé une fois que ça se passe dans un. On a été sur l'eau dans les canoës, tout ça, et ça se passe dans un site enchanteur. Et là, 2 semaines plus tard, je vais dans l'entreprise avec eux. Et, et là, on commence un exercice. Et là, il y a quelqu'un qui dit: Hey, on n'a pas besoin de faire 2 heures de voiture, d'être dans un site enchanteur, puis d'être sur l'eau, euh, puis après ça, de revenir à la plage pour se parler avec notre cœur. Finalement, les préliminaires dans l'entrepôt, ça a duré 5 minutes, mais on est capable. Mm. Et ça, c'était comme un cadeau, là. Oui, vous êtes capable. Ouais. Je trouve que dans ce que tu dis aussi, il y a un élément aussi qui est très fort, c'est euh, ce côté, celui qui ose dire, qui ose prendre le risque, en sachant que potentiellement ça peut être mal accueilli. Moi, j'ai fait ça plusieurs fois dans ma vie, et c'est des moments qui ont été marquants pour moi, pour le groupe, mais pour moi aussi, parce que c'est comme si tu dis ça, ça libère quelque chose au niveau de la parole et on descend dans de l'authenticité, dans de la profondeur qu'il n'y a pas au départ, en fait. Mais il y a un des éléments du groupe
qui doit prendre ce risque-là. Alors, pourquoi il y a des moments où on le fait, des moments où on ne le fait pas? Je pense que ça dépend de plein de choses qui ont vie à l'intérieur de nous, du sujet, des valeurs qu'on porte, etc. Mais à chaque fois, ça a été quelque chose un moment waouh, quoi, vraiment. Et j'aime utiliser la métaphore. Quand ça arrive, c'est comme si le moment ralentit. C'est comme si on est au cinéma et là, l'élément déclencheur du film, il est en train de se passer, là, puis on a l'impression que tout ralentit. Mm. Et après, la suite du film, elle va être délicieuse, là. On le sait. Là. On ne pourra pas quitter le cinéma déçu. Maxime, on arrive à la fin de cette interview. Moi, je continuerai encore des heures avec toi, mais bon. Moi aussi. Si tu avais un conseil, celui qui te semble le plus essentiel, important, à donner à des personnes qui sont dans cette phase où ouais, j'ai envie de changer, mais ça me fait peur, est-ce que j'y vais, est-ce que j'y vais pas? Quel est le conseil que tu leur donnerais? Je partirais de est-ce que j'y vais ou est-ce que j'y vais pas en disant la seule manière de répondre à cette question-là, c'est d'y aller. Eh ben, celle-là, je vais la retenir. Parce que allez-y et si finalement ce n'est pas la bonne chose, c'est correct. Mm. Maintenant, si ça veut dire quitter son emploi et les perceptions de sécurité qui viennent avec ça, ben, je dirais, est-ce que c'est possible d'essayer sans quitter? Est-ce que cette situation-là ce sera pas possible à recréer? Vraiment, j'aurais des doutes là-dessus. Mais je pense que le mieux, c'est de se donner la chance d'y aller pour voir s'il fallait y aller et d'y goûter, d'aller dans les sensations. Et finalement, si ce n'était pas ça, ce n'est pas grave, ça va quand même avoir été utile, c'est sûr. Eh bien, merci beaucoup. J'y vais pas pour savoir, vas-y. J'adore. Je vais me rappeler de ça. Merci pour la belle conversation. Eh ben, en tout cas, merci beaucoup à toi pour tout ce que tu nous as donné. Il y a plein de pépites. Hein, donc, voilà, un tout grand merci. Et puis, bien, belle suite au Québec et j'espère à bientôt. Oui, moi aussi. Merci. Merci Anne-Chantal. Au Bye revoir, bye. Maxime.